C'est bon. Oui, bonjour à tous. Sylvain Vitecoq, ingénieur conseil à la CARSAT des Hauts-de-France. Bienvenue à ce colloque sur le télétravail. Merci à tous les acteurs qui sont présents, qui nous rejoignent aujourd'hui sur ce colloque du télétravail, en particulier à l'ARAC qui met à disposition ces outils informatiques. Le télétravail aujourd'hui est une préoccupation. La deuxième vague de la pandémie est arrivée et nous oblige à revoir nos approches du travail. Et le télétravail redevient la norme pour tous les salariés dans les missions qu'il permettent. Face à cette pandémie, on a de nombreuses entreprises qui ont recours au télétravail pour maintenir leur activité. Dans ces conditions exceptionnelles, la mise en place du télétravail peut être à nouveau des sources de risque pour la santé et la sécurité des salariés. On va développer tous ces points qui nécessitent une vigilance particulière. Je dirais qu'avec le télétravail, il y a un management et une organisation à réinventer. Alors, qu'est-ce que le télétravail Je dirais que c'est un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'entreprise de façon volontaire et qui bénéficie de moyens techniques et technologiques. Et il peut être régulier ou occasionnel. Ce sera repris plus tard dans l'exposé. Et depuis l'arrivée de la pandémie, cette organisation du travail a été bouleversée par la perte de débouchés commerciaux, la réduction des effectifs, les reports d'embauche. Donc, il y a eu une obligation de développer le télétravail. Quelques enquêtes ont été réalisées. Avant le Covid, on s'aperçoit que le télétravail avait commencé. Une étude de 2019 de la DARES met 3% de salariés au moins une fois par semaine. On voit que ces données ont bien évolué suite aux accords de 2017 qui sont repris par la Directe. Et on s'aperçoit qu'en mai 2020, une enquête de l'Odoxa précise qu'on a 40% de salariés qui avaient expérimenté dès le 16 mars et 25%, un quart des salariés de manière permanente. Donc c'est une évolution assez importante sur le nombre de salariés exposés au télétravail. Et avec des appréciations que vous voyez, certains estiment près de la moitié des salariés pensent que c'est plus efficace, mais qu'il y a toujours une préoccupation et de risques supplémentaires, notamment psychologiques. En septembre, on a une enquête de la DARES qui mentionne que 12% des salariés travaillent au moins un jour par semaine. Donc, on s'aperçoit que la deuxième vague de la pandémie entraîne du télétravail, bien évidemment, mais beaucoup moindre par rapport à la première vague où il y avait un confinement total. Donc, on a bien évidemment beaucoup plus de salariés en télétravail dans les secteurs de l'information et de la communication. Et on s'aperçoit que dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de personnes en télétravail que dans les régions comme la Normandie ou d'autres régions plus isolées. Le télétravail, je dirais qu'il n'est pas une option lorsque l'activité le permet. Aujourd'hui, les contraintes qui sont indiquées par les ministères demandent le télétravail pour réduire au maximum les interactions sociales qui sont vraiment à la source de toutes les contaminations. Et donc, c'est limiter les déplacements, fournir et limiter les contacts au maximum pour limiter les risques de pandémie. Donc, le télétravail, aujourd'hui, c'est pas une obligation, mais c'est une option qui est très poussée par le gouvernement.
Pour répondre à toutes ces questions, les acteurs qui sont présents aujourd'hui nous accompagnent pour développer cette démarche. L'aspect juridique, ce sera développé par Cécile Delemotte, qui est responsable du service santé et sécurité au pôle travail de la Directe des Hauts-de-France. Ensuite, passer à la diapo suivante. Donc, les risques professionnels, les nouveaux facteurs de risque seront développés par Magali Roger, psychologue du travail à la CARSAT des Hauts-de-France. La dimension organisationnelle du travail sera développée par Laurence, directrice de la RACT des Hauts-de-France. Ensuite, à l'issue de ces premiers exposés, nous aurons un petit temps d'échange et on pourra répondre à vos questions à ce moment-là. Et on fera un petit temps d'échange pour échanger avec vous sur les différentes questions qui se posent. Ensuite, on aura un retour d'expérience de la part de la SMIS et du Conseil départemental de la Somme. Et je remercie Hélène Vandenildrich d'être présente parmi nous et Agnès Châtelain, médecin du travail, qui nous présenteront leur retour d'expérience. Ensuite, la RACT, par l'intermédiaire de Laurence Théry, nous présentera le nouveau dispositif Objectif Reprise, qui est développé actuellement et qui permet d'aider les entreprises à s'organiser pour le télétravail. Ensuite, nous ferons une conclusion avec une réponse à toutes vos questions. Bon colloque. Je passe la parole à Cécile. Cécile, ton micro. Cécile, ton micro est coupé. Excusez-moi, j'arrive. Oui, bonjour à tous. Donc, Cécile Delemotte, responsable du service santé et sécurité à la Directe des Hauts-de-France. Je vais poser avec vous le cadre juridique du télétravail. Alors, je vais travailler avec des diapositives qui ont été conçues par Annabelle Gravel, que je remercie, qui est ingénieure de prévention à la Directe des Hauts-de-France. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on a déjà un petit peu campé le sujet en introduction. Hein. On est bien sur un sujet d'actualité qui a été mis en avant avec la pandémie Covid-19, une actualité pratique donc, puisque lors de la première période de confinement, lors du premier état d'urgence sanitaire, les entreprises ont massivement eu recours au télétravail et désormais, aujourd'hui, on parle de généralisation pour l'ensemble des activités qui le permettent. Donc, un sujet d'actualité pratique, mais aussi un sujet d'actualité juridique, puisqu'aujourd'hui, les partenaires sociaux, sur le plan national, sont en train de négocier un accord national interprofessionnel qui devrait normalement, si les négociations se poursuivent bien, être conclu avant la fin de l'année et poser un cadre partagé par le dialogue social. Alors, comme on l'a dit en introduction, hein, le télétravail est défini dans le Code du travail comme une forme d'organisation du travail en dehors des locaux de l'entreprise et qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Alors, le télétravail, il peut être mis en place de différentes façons. Alors, soit dans le cadre d'un accord collectif, soit dans le cadre d'une charte qui sera élaborée par l'employeur après l'avis du comité social et économique s'il existe, ou enfin, troisième forme possible, par un simple accord avec le salarié par tout moyen. Il peut s'agir d'un accord oral, d'un email, d'un courrier. On a l'habitude de distinguer deux formes de télétravail. Le télétravail régulier, c'est celui qui va permettre d'avoir une régularité dans l'emploi du temps. En général, le dispositif est précisé dans l'accord collectif ou dans la charte qui a été élaborée par l'employeur après avis du CSE. Mais on distingue aussi le télétravail occasionnel. Alors,
Ce télétravail occasionnel permet, dans des circonstances exceptionnelles, de mettre en place le télétravail. Alors, ces circonstances exceptionnelles peuvent être l'impossibilité pour un salarié, pendant une période donnée, de se rendre sur son lieu de travail pour des raisons de santé ou d'autres raisons. Mais ça peut être aussi en cas d'épisode de pic de pollution, comme on a de plus en plus régulièrement dans les grandes métropoles, avec l'interdiction de circulation d'un certain nombre de véhicules. Et ça peut être enfin, et c'est le cas aujourd'hui, en cas d'épidémie. Alors, le Code du travail précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles, et là, aujourd'hui, l'épidémie de Covid-19 en fait partie, le télétravail peut être mis en place sans l'accord du salarié. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de formalisme particulier et on considérera que le télétravail, on considérera le télétravail comme un aménagement du poste de travail qui sera rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des travailleurs. Donc, on va s'arrêter le temps d'une diapositive sur ces circonstances exceptionnelles qui aujourd'hui sortent un peu du cadre du cadre posé dans le Code du travail, du recours à l'accord collectif, à la charte ou par simple accord avec le salarié. On est dans une situation de circonstances exceptionnelles aujourd'hui et le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, le protocole qui a été actualisé le 29 octobre 2020, vient poser le principe du télétravail comme mode d'organisation pendant la période de confinement sur tous les postes télétravaillables. En fait, ce protocole vient préciser les mesures qui doivent être mises en place dans les entreprises pour permettre la poursuite de l'activité économique et la protection des salariés. Ainsi, le télétravail permettra de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile-travail. Désormais, le télétravail doit bien être la règle pour l'ensemble des activités qu'il permette et à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Donc ça, c'est vraiment le principe qui est posé aujourd'hui, le télétravail à 100% dès lors que l'ensemble des tâches peuvent être réalisées à distance. Alors, pourquoi ce principe, dans quoi s'inscrit cette modalité d'organisation pendant cette période? Eh bien, elle s'appuie sur l'obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité des salariés en respectant les principes généraux de prévention. Donc, pour rappel, les principes généraux de prévention figurent dans le Code du travail et constituent la base de la santé et de la sécurité en entreprise et ce sur quoi repose l'évaluation des risques. Donc, l'employeur va devoir évaluer les risques d'exposition au virus dans son entreprise et mettre en œuvre les mesures de prévention qui visent à supprimer les risques à la source. Parmi les mesures possibles, il y a le télétravail qui devient la mesure phare puisqu'elle permet de limiter les interactions sociales, comme je viens de le préciser, aux abords de lieux de travail et sur les trajets domicile-travail. Alors, quand l'ensemble des tâches ne peuvent pas être télétravaillées, il s'agira de réduire au maximum les expositions qui peuvent être supprimées en limitant les déplacements, en aménageant le temps de présence, etc. Bien sûr, en privilégiant les mesures de protection collective et en mettant en place les mesures de protection qui sont prévues dans le protocole national, comme les gestes barrières. Donc, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. Et ça nécessite en entreprise un dialogue social de proximité important qui permettra à la fois de veiller au maintien des liens au sein du collectif, puisque le télétravail à 100% peut poser aussi d'autres questions, mais aussi à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail. Donc, ce dialogue social de proximité doit être mis en place au plus vite et au plus proche, je dirais, des collectifs de travail. Ce dialogue social, il se fera avec les représentants syndicaux ou avec les représentants de proximité s'ils existent dans l'entreprise. Bien sûr, toujours avec la consultation, l'information et la consultation du CSE.
et à défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise en privilégiant le dialogue avec l'ensemble des travailleurs. Alors, quand un accord collectif ou une charte sont élaborés par l'employeur dans l'entreprise, ils doivent forcément prévoir les éléments suivants. Ça, c'est le cadre qui est posé par le Code du travail. On doit retrouver dans un accord collectif négocié avec les partenaires sociaux ou dans une charte la définition des postes éligibles au télétravail. C'est ce que fera aussi l'employeur dans le cadre des circonstances exceptionnelles, dans le cadre de son évaluation des risques. Quels sont les postes éligibles au télétravail. L'accord précisera aussi quelles sont les conditions de passage en télétravail, les modes d'acceptation par le salarié, les conditions de sa mise en œuvre, les modes de contrôle du temps de travail aussi, ou de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié. Et enfin, dès lors qu'on sera sur un accord collectif ou une charte, il faudra venir préciser les modalités d'accès des travailleurs handicapés à l'organisation du travail en télétravail. Ça, c'est le cadre légal qui est fixé à l'article 12.22.9 du Code du travail. Alors, ces modalités seront définies tout en rappelant les obligations d'employeur et les droits des travailleurs. Le Code du travail n'exclut aucun salarié du bénéfice du télétravail, mais on sait que toutes les activités ne peuvent être exercées à distance. Donc, pour ce faire, il y a une méthodologie qui est proposée dans le question-réponse du ministère du Travail, mise en ligne dans le cadre de la pandémie Covid-19, où on vient repréciser une méthodologie en 3 étapes pour évaluer les postes télétravaillables, mais ce sera précisé par la suite par les autres intervenants. Alors, je rappelle que le télétravail, un employeur qui refuserait d'accorder le télétravail à un salarié occupant un poste qui permet d'en bénéficier devra motiver sa réponse. L'employeur devra mettre bien sûr à disposition des travailleurs le matériel nécessaire à l'exécution de la tâche, mais devra aussi fixer les règles liées à la restriction des usages de ces matériels. Et enfin, et ça c'est très important, il devra organiser chaque année un entretien qui portera notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Le salarié en télétravail, quant à lui, reste un travailleur, un salarié de l'entreprise qui bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que l'ensemble des salariés, l'accès à la formation, le respect de sa vie privée bien entendu, et tous les textes relatifs à la santé et à la sécurité, et puis bien sûr l'accès à toutes les activités sociales de l'entreprise. Dans le cadre du télétravail régulier, un télétravailleur sera toujours prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et à ses compétences. Enfin, le refus d'accepter de passer en télétravail dans le cadre du télétravail régulier n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'en cas de circonstances exceptionnelles, le Code du travail précise que l'employeur peut imposer le télétravail, et notamment en cas de risque épidémique, ce qui est le cas actuellement. S'agissant de la réglementation sur les accidents du travail, l'accident qui survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur sera présumé être un accident du travail. Donc on est bien sur un télétravailleur qui dispose du même droit qu'un travailleur en entreprise. Alors, pour terminer mon intervention, j'insisterai sur 2 points, le dialogue social et le rôle primordial des services de santé au travail. Alors, le dialogue social, on en a dit quelques mots tout à l'heure, et en distinguant peut-être à la fois le dialogue social classique, habituel en entreprise, le dialogue social régulier, c'est-à-dire la nécessité de recourir au dialogue social auprès des délégués syndicaux pour négocier les conditions du télétravail, mais aussi en cas de circonstances exceptionnelles comme celles qu'on vit aujourd'hui, ce dialogue social ne doit pas être oublié. Il s'agit de poursuivre les échanges avec les représentants syndicaux, les représentants de proximité, avec le CSE. Et je rappelle que le CSE a aussi une mission
a aussi et surtout une mission en santé-sécurité au travail et doit être associée dans le cadre de l'évaluation des risques et de la définition des actions de prévention. Le télétravail va permettre d'éviter le risque d'exposition au Covid, à la Covid. Il permet de préserver la santé des salariés, mais il peut aussi présenter d'autres risques. Et il faudra veiller à avoir une attention particulière sur le risque d'isolement, sur le risque lié à l'hyperconnexion au travail, la gestion de l'autonomie, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le suivi de l'activité, insister sur le rôle des managers de proximité et surtout le maintien d'un collectif de travail. Alors, les services de santé au travail ont un rôle primordial en santé-sécurité. On sait qu'ils sont les conseillers des employeurs et des salariés en santé au travail et ils peuvent être sollicités pour l'aide à l'évaluation des risques et aux mesures de prévention à mettre en œuvre, pour la mise en place du télétravail et pour l'accompagnement des employeurs et des salariés. Donc, toutes les entreprises adhèrent à un service de santé au travail et toutes les entreprises peuvent donc solliciter leur service de santé au travail pour les accompagner dans la mise en œuvre de cette modalité d'organisation du travail. Enfin, je vous informe de la mise en place d'un numéro vert qui a été ouvert il y a maintenant 4 jours par le ministère du Travail. Donc, c'est le numéro 0800 13 0000. C'est une ligne d'accompagnement téléphonique des salariés des TPE et des PME qui vivent difficilement l'exercice de leur activité en télétravail. Alors, c'est une ligne verte, une ligne gratuite qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce sont des psychologues du travail qui répondent aux salariés qui pourraient vivre des difficultés d'isolement liées au télétravail à temps complet. Voilà, je vous remercie pour votre attention et sur la dernière diapo, on a quelques liens, quelques références. Je vous invite à aller consulter le site du ministère du Travail sur lequel vous trouverez notamment un question-réponse aussi sur le télétravail. Et je laisse la parole à Magali Ruse. Je vais faire une petite entorse par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Deux petites questions qui sont spécifiques à ton intervention. Un employeur refusant d'accorder le télétravail à un salarié pouvant en bénéficier, encourt-il des sanctions? Qui encourt l'employeur encourt-il des sanctions, c'est ça? Non. Oui. Alors, la question sur l'obligation du télétravail, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Donc, l'employeur, il doit prendre toutes les mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés et ne pas les exposer à un risque d'exposition au virus. Et parmi les mesures qu'il peut prendre, il peut prendre une mesure qui va permettre de ne pas exposer le travailleur sur son lieu de travail, c'est le télétravail. Donc aujourd'hui, l'obligation qui va s'imposer à l'employeur, c'est de réévaluer ses risques, de lister la liste, de faire la liste des postes éligibles au télétravail et de prendre toutes les mesures nécessaires. Alors, ne pas mettre directement en place le télétravail ne va pas conduire à une sanction immédiate, mais il engage sa responsabilité si le salarié est exposé sur ses lieux de travail et s'il n'a pas réévalué les risques. Avant de passer la parole à Magali, une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir un accord télétravail spécifique au Covid et un accord télétravail en fonctionnement normal? Oui, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait distinguer alors, soit dans un même accord, on peut distinguer les situations de télétravail régulier des situations de télétravail occasionnel ou distinguer deux sortes d'accords. Oui, c'est tout à fait possible. Merci Cécile. Je passe la parole à Magali. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Magali Roger, de la CARSAT, psychologue du travail. Donc, je vais vous présenter un peu le volet, en fait, vécu de cette situation. Et donc, je vais demander à Delphine de faire défiler les diapos, parce que j'ai aussi un problème technique, ce sont les joies du télétravail et de la visio comme ça, à distance. Donc, dans un premier temps, effectivement, on a de nouveau, on est de nouveau
dans une seconde vague, là, avec une contrainte forte pour les employeurs de mettre en place effectivement le télétravail, qui s'est fait de nouveau un peu dans l'urgence, sauf pour celles qui avaient anticipé. Alors, je vais parler des facteurs de risque, mais il y a aussi des éléments positifs aussi dans la mise en place du télétravail, que ce soit, j'allais dire, lorsque la situation est à peu près normale. Habituellement, pour les télétravailleurs habituels, c'est quand même une réduction des temps de trajet, une meilleure conciliation vie au travail, vie professionnelle qui peut se mettre en place. Et avec la première vague, la première période du Covid, où on a dû déjà télétravailler pour un certain nombre d'entre nous, on a aussi maintenant, on réfléchit un peu 2 secondes si on doit se déplacer ou pas quand on a une réunion où on a 1 heure ou 2 heures de trajet. Donc, je pense que la première période où on a dû se mettre en plus grand nombre sur la question du télétravail nous a donné d'autres pratiques dans nos déplacements, dans la façon de s'organiser, d'organiser nos réunions, nos temps d'échange. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est bénéfique pour les salariés, de réduire ces temps sur la route avec le risque routier, par exemple. Voilà. Donc, un travail qui a dû être organisé dans l'urgence, alors sous la contrainte autant pour l'employeur, les salariés eux-mêmes, l'encadrement, enfin, qui doit effectivement re-questionner la façon dont il va manager ses équipes. Je perds mon écouteur. Et puis les représentants de salariés qui ont un rôle aussi important, hein, Cécile le rappelle, c'est important, leur rôle est important dans la mesure où ils vont garder le lien autant que l'encadrement avec les salariés qui restent chez eux à télétravailler. Alors, autre facteur de risque, donc c'est par rapport effectivement à l'environnement de travail, on verra, hein, c'est-à-dire que on a des équipements de travail qui sont pas les mêmes pour tous. On peut travailler dans son salon, on peut travailler dans sa salle à manger. Enfin, on n'a pas forcément l'espace dédié à ça. C'est comme ça s'est fait un peu dans l'urgence, mais de façon classique, pour ceux qui travaillent habituellement en télétravail, on n'a pas forcément une pièce dédiée. Là, cette fois-ci, les enfants sont à l'école, mais on a vu que dans la première vague, c'était une donnée aussi qui était rendue c'était plus compliqué, sachant que maintenant les couples sont aussi travaillent à 2. Enfin, moi, j'ai mon compagnon qui est au rez-de-chaussée pour tout vous dire, voilà. Donc on se répartit les espaces avec possiblement, voilà, on s'entend ou on s'entend pas. Enfin, on entend la conversation de l'autre. Enfin, il y a le bruit, on n'a pas forcément l'équipement adéquat. Enfin voilà. Et il faut aussi organiser son travail, ses tâches, les anticiper. On se retrouve dans un isolement et avec pour certains salariés une incertitude quant à l'avenir de leur emploi. Je pense que l'actualité en ce moment, elle peut aussi effrayer certains salariés. Alors, par rapport à l'aménagement de notre poste de travail, de télétravailleurs, voilà, la salle à manger, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu son espace de travail qu'on doit partager. Il n'y a plus de barrière entre la vie perso et la vie professionnelle. Effectivement, Cécile l'a dit, il y a des obligations de l'employeur, il y a le droit à la déconnexion, etc., mais c'est tellement facile voilà, de reporter. Quelquefois, on se dit, bon, bah là, j'ai une obligation personnelle, je ferai ça après mes heures de travail classiques prévues par mon employeur. Donc, je peux aussi déborder. D'où effectivement la nécessité pour les managers d'avoir un vrai dialogue en fait avec les salariés pour essayer
d'avoir cette discussion et de mettre des barrières entre ces temps de travail, ces temps travaillés et ces temps personnels. Voilà. L'absence de visibilité donc sur le travail aussi de ses collègues, ça peut aussi créer aussi des tensions entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup du télétravail. Toutes les activités, je rappelle, ne sont pas télétravaillable, je ne sais pas comment le dire. Le boulanger du coin, il ne peut pas télétravailler. Le chaudronnier ne peut pas télétravailler. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier, alors je vais dans les extrêmes, mais dans une même entreprise, on a effectivement des gens qui peuvent télétravailler et d'autres pas. Et il peut y avoir un fossé, et je pense que là, on commence à le constater dans les entreprises en termes de cohésion, de cohésion d'équipe, d'entente entre les salariés. Les choses vont se creuser. On se demande ce que fait le télétravailleur. Est-ce que vraiment il travaille beaucoup finalement, et chez lui ou chez elle, il y a vraiment c'est une espèce de boîte noire là qui s'instaure. On ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc je dirais que là il y a un vrai travail de la part des managers, mais entre salariés aussi, à peut-être réexpliquer, ça peut être aussi l'occasion de réexpliquer ce qu'est son travail et en quoi ça consiste, et de provoquer justement des temps d'échange entre ceux qui vont toujours dans les locaux de l'entreprise et ceux qui sont hors les murs, comme je dirais. Donc là, oui, j'ai mis la salle à manger devient l'open space, parce que voilà, on va un peu tout mélanger. On s'expose aussi, on expose auprès de ses proches. On montre un peu de ce qu'on fait au travail, mais on n'en montre qu'un petit peu. Alors, ça peut être l'occasion justement. Alors, c'est quelque chose qui peut être positif, de partager. Finalement, le conjoint, la conjointe, le compagnon, la compagne vont découvrir, ou les enfants vont découvrir un peu ce que font papa et maman. Mais c'est qu'une petite, c'est qu'un un petit bout de l'activité. Donc ça peut être quelquefois biaisé, c'est-à-dire on peut s'en faire une image qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est important, je pense, de remettre en discussion tout ça aussi auprès de ses proches, parce que ça met en fait le télétravailleur dans quelque chose qui est un peu compliqué dans sa position de travailleur, tout simplement. Ensuite, un autre facteur de risque possible, on le voit là, par exemple, la technique. Donc, la qualité de la boîte à outils, ses connexions, ses outils de travail, parce que les entreprises ont dû vite fournir les outils nécessaires aux personnes qui peuvent télétravailler. Un peu dans l'urgence, on n'est pas forcément formé, on ne maîtrise pas forcément. On n'a pas forcément des bons réseaux, et tout ça va venir induire une certaine fatigue. Je parlais de mobilisation de la sphère cognitive, parce que voilà, il faut apprendre des choses nouvelles. C'est pas simple pour tout le monde. On maîtrise pas tous les outils informatiques de la même façon. Il faut anticiper les tâches que l'on doit faire, s'organiser de façon à pas être en surcharge de travail. Il faut prévoir aussi. Enfin, on réinvente sa façon de travailler lorsqu'on est en télétravail. C'est pas comme au bureau, on a ses dossiers papier, on a une imprimante. Chez soi, on n'a peut-être pas eu le temps d'en avoir une. Voilà, ça rend plus compliqué le travail. Et puis, voilà, on n'a pas forcément tous une appétence à utiliser les outils technologiques. Donc, voilà. Et derrière tout ça, on mobilise des ressources. Je pense que vous devez le savoir, mais les services informatiques sont débordés. C'est eux qui nous aident quand on est en difficulté. Les services RH, les achats, voilà, tous ceux qui vont nous aider à continuer de travailler. Donc,
j'allais dire, attention aussi à ces services supports qui peuvent aussi être en débordement. Donc, si on passe à voilà, j'ai repris sur la sphère cognitive, ça nécessite voilà, de s'organiser, d'être autonome aussi dans sa façon de travailler. Et voilà, être à distance, ce n'est pas être en lien comme ça direct pour demander de l'aide, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'appeler son manager ou une collègue qui va nous aider pour réaliser une tâche. On est bloqué pour trouver une information, savoir utiliser l'ordinateur comme il faut. Chez soi, on est seul. Au bureau, on peut avoir de l'entraide. Donc tout ça, voilà, le management et j'allais dire, comme l'a dit Cécile, les représentants des salariés peuvent être, j'allais dire, aux aguets par rapport à toutes ces difficultés que peuvent rencontrer les télétravailleurs. La mobilisation de certains services, on l'a dit, ça va effectivement provoquer pour elles une surcharge de travail. Et là, c'est effectivement un facteur de risque supplémentaire, d'où la nécessité de liens et d'échanges sur les besoins, sur les difficultés qui sont rencontrées, parce que voilà, on est en difficulté, on n'arrive pas à se connecter, on va être peut-être plus agacé. Donc, on va appeler le service informatique, on va peut-être pas être très sympa. Donc, voilà, ça va générer aussi des tensions. Voilà, d'où la nécessité de faire attention aussi à ces services supports. Un autre point, donc la dernière diapo, je rappelle que on est loin, on est tous loin, on est chacun chez nous, ou du moins ou dans l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis loin des yeux, loin du cœur. On va peut-être oublier de contacter certaines personnes. On va peut-être oublier ce que fait un tel ou une telle. Donc, faire attention à tous, c'est compliqué, je sais bien, pour les managers et les collègues, mais c'est une situation qui est à la fois compliquée pour réaliser son travail, compliquée parce que l'extérieur, la vie extérieure est anxiogène. Donc, il y a vraiment une nécessité de garder, plus que jamais, de garder un lien et pas forcément parler que de travail, peut-être ouvrir le débat, les discussions sur des choses très basiques de la vie quotidienne. Et ça peut peut-être permettre aussi de créer d'autres liens. Donc là, la nécessité de faire attention à ne pas isoler, parce qu'il y a une perte aussi possible de motivation. On a aussi là en ce moment des gens qui vous disent moi j'arrive plus à manager parce que voilà, les gens n'acceptent plus d'être managés. Oui, ils n'acceptent plus d'être managés comme avant, très directive, parce qu'on est dans une situation anxiogène. On a déjà beaucoup à faire avec ce virus. Et si en plus on vient nous remettre une surcharge émotionnelle dans le travail, c'est impossible à gérer. On se retrouve là en débordement et c'est pas possible de gérer ça. Donc la nécessité, je l'ai mis un peu en conclusion, peut-être d'inventer des nouveaux collectifs de travail qui ne sont pas physiques. On n'est pas autour d'une table, on n'est pas en train de se parler autour d'une table, mais voilà, on est peut-être chacun chez soi et peut-être réorganiser des temps d'échange, de partage d'expériences diverses et variées. Ça peut peut-être être une façon virtuelle de remettre en place la machine à café. Voilà, je finirai là-dessus. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci. Alors donc, après ces éléments sur la dimension réglementaire et puis sur les principaux risques qui peuvent être associés au télétravail, moi je m'attacherai à explorer
les leviers finalement qui permettent de garantir à la fois une qualité de vie pas trop dégradée et puis aussi une activité, une performance également dans le travail grâce aux leviers que constitue l'organisation du travail. Et notamment dans le contexte actuel où un nombre important d'entreprises sont passées au télétravail dans l'urgence, de façon contrainte et en prenant pas le temps forcément de discuter et de s'organiser de façon concertée. Et donc, il peut y avoir aujourd'hui beaucoup de télétravailleurs qui sont dans des situations de difficultés et qui peuvent donc finalement être l'objet de risques professionnels, alors que par ailleurs, le télétravail reste dans l'esprit de ceux qui ne télétravaillent pas et aussi de certains managers comme voilà, un avantage, un bénéfice, et un peu c'est un peu ce cette représentation est battue en brèche dans le contexte actuel. Alors, je reviendrai sur l'organisation du travail qui renvoie de façon très opérationnelle à l'activité de travail réelle et au travers d'un petit sondage qui a été, enfin d'une consultation qui a été réalisée par le réseau Anactaract après le confinement et qui montre que sur ces 5 points importants que sont la conciliation des temps entre la vie personnelle et la vie professionnelle, que sont les moyens suffisants aussi pour télétravailler, Magali en a parlé, que ce soit aussi concernant les rôles clairs et les missions que j'ai à faire en télétravail, que ce soit aussi l'autonomie dont je dispose, mais aussi dont je suis capable pour m'organiser, et que ce soit aussi relativement au soutien dont je bénéficie pour télétravailler, le soutien de mes collègues, mais aussi le soutien des managers. On voit quand même que par rapport aux pourcentages là, qui sont inscrits sur la diapo, environ les trois quarts des télétravailleurs bénéficient de moyens suffisants, d'un rôle et de missions clairement définies, sont suffisamment autonomes, ont le soutien de leurs collègues ou arrivent à concilier vie pro, vie perso. Mais il y a quand même un tiers, et un tiers, c'est quand même pas négligeable, c'est même très important, de télétravailleurs qui sont dans des difficultés sur ces 5 registres-là, qui sont des registres à la main de l'organisation du travail, et donc à la main et du dialogue social et de l'employeur. Alors, les dimensions de l'organisation du télétravail, on les a mis un peu en rosace là pour les présenter, avec le cœur qui est l'activité de travail. On l'a déjà dit, tout n'est pas télétravaillable et une étape importante vise à regarder non pas les métiers, mais plutôt les activités, pour savoir si et pour déterminer ensemble quelles sont ces activités télétravaillables ou pas. Télétravaillables, c'est-à-dire réalisées à distance avec les moyens mis à disposition de l'entreprise. Et autour de ces activités télétravaillables, on va avoir 6 dimensions finalement de l'organisation du travail qui concourent à la bonne réalisation de ces activités. Donc je commence par le dialogue social, j'y reviendrai. La question de l'espace et des lieux de travail, hein, Magali y a fait allusion tout à l'heure, travailler dans sa cuisine, sur sa terrasse, enfin on a vu beaucoup de choses. La question de l'articulation des temps et de la porosité quand on est chez soi entre la sphère privée et la sphère personnelle, avec une invasion de l'un dans l'autre. La question aussi des outils numériques, et ça a été une vraie difficulté dans le premier confinement, d'avoir des outils adaptés pour travailler à distance. La question du management aussi, qui est centrale pour le télétravail, et puis la question des collectifs
de travail aussi, et ça renvoie au faire équipe entre des salariés dispersés chez eux et puis la nécessité de réaliser un travail d'équipe. On voit bien qu'il y a quand même un fossé et que l'organisation doit pouvoir y pallier. Alors, je vais revenir sur certains de ces axes pour approfondir un petit peu. Alors, la première dimension, c'est effectivement la dimension du dialogue social. Le télétravail s'organise, mais dans la concertation. Et ça, c'est absolument essentiel d'organiser le travail en s'appuyant sur le dialogue social existant dans l'entreprise. On a vu que la crise, dans les contextes où le CSE fonctionnait plutôt bien, et bien la crise a encore amélioré ce fonctionnement. Et dans les contextes où le CSE fonctionnait difficilement, la crise a détérioré le fonctionnement du dialogue social. Donc, il y a un enjeu fort à reprendre un dialogue soutenu avec les représentants du personnel au CSE pour conduire un projet d'organisation du télétravail. Et ça, c'est à la fois déterminant pour la réussite du projet, mais aussi pour que les salariés aient une visibilité sur la façon dont le télétravail s'organise et qu'il ne puisse pas y avoir de sentiment ou de perception d'inéquité entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas, et que le dialogue social, quand il travaille sur le télétravail, doit aussi travailler, avoir aussi en ligne de mire ceux qui ne télétravaillent pas, parce que il y a des articulations à construire entre les différentes équipes en télétravail ou sur site. Et donc le fait de poser le télétravail au sein du dialogue social, c'est pas simplement une exigence réglementaire, c'est aussi une condition de la réussite du projet, de la réussite de ce projet, pour définir collectivement ce qui est les freins et les leviers. On voit bien que chacun a sa propre vision, a sa propre représentation de ce qui est télétravaillable, de ce qui ne l'est pas. On voit qu'il y a de plus en plus de conflits dans les entreprises là-dessus, des salariés qui souhaitent télétravailler et qui ne peuvent pas, ou à l'inverse, des salariés qui ne souhaitent pas télétravailler et que l'employeur contraint de le faire dans la période de Covid. Et toutes ces situations-là peuvent facilement être levées dans un cadre de dialogue social. Dans un cadre de dialogue social, voilà. Qu'on débouche sur un accord ou qu'on débouche sur une charte. Et je dirais même que ce dialogue social, il n'est pas une fois pour toutes pour ce qui est de l'élaboration d'un accord. Il doit être régulier de façon à permettre des allers-retours entre ce que le dialogue social a permis d'organiser comme type de fonctionnement et puis de pouvoir réajuster aussi au fil du temps en fonction de la réalité de la situation, des retours des salariés et de l'encadrement. Le deuxième levier, évidemment, pour réussir la mise en place et la pérennisation du télétravail, c'est le levier managérial. On l'a déjà dit, avant la crise, un certain nombre de managers étaient plutôt hostiles au télétravail, considérant qu'il y avait une perte de contrôle sur l'activité des équipes. Après le confinement, ces managers ont quand même bien évolué dans leur perception de cette situation, et pour beaucoup d'entre eux, il y a eu une prise de conscience que en télétravail, on travaillait effectivement, voire même peut-être plus que sur site. Et donc, le management, globalement, a quand même réinterrogé sa posture par rapport au télétravail, et notamment à travers la nécessité de construire une relation de confiance entre l'encadrement et les équipes. Et cette relation de confiance, elle passe avant tout par une posture liée à l'appui
à l'appui et au soutien que le manager peut proposer aux équipes et pas au contrôle. Et effectivement, on a vu par ailleurs des contre-exemples de ces bonnes pratiques avec des entreprises qui ont renforcé le contrôle en multipliant les points courts en visio par jour, en développant aussi des outils numériques de contrôle à distance. On a pu voir ça et effectivement, ces contextes de défiance ne sont pas propices à un télétravail qui maintient qualité du travail et qualité de vie au travail. Et puis, le management a aussi dû, dans son changement de posture, adopter aussi une attitude davantage d'écoute des équipes avec l'attention portée à la remontée des besoins, à la remontée des difficultés, de façon à pouvoir ajuster quasiment en temps réel en fonction dans un dialogue professionnel en fonction des problématiques remontées par les salariés. Et puis, un autre point absolument important aussi qui est à la main de l'encadrement, c'est la question de l'adaptation de la charge de travail, avec toute la difficulté que ça comporte, puisque la charge de travail est difficilement objectivable. Il y a des méthodes, malgré tout, pour essayer d'objectiver au maximum cette charge de travail. Mais les entreprises, quand elles utilisent ces méthodes, en reviennent toujours à la dimension temporelle, le temps qu'il faut pour réaliser une tâche. Or, la charge de travail, c'est pas simplement le temps qu'on y met, mais Magali l'a dit, c'est la charge cognitive, émotionnelle qui est attachée à telle ou telle activité de travail. Et ça, c'est difficilement quantifiable parce que ça dépend des possibilités individuelles et aussi du soutien développé par l'organisation et l'entreprise pour être en appui aux salariés. Et donc le renforcement du rôle de management, c'est plutôt un renforcement au sens de renforcer les régulations, les ajustements dans une itération entre les équipes et puis la ressource que constitue le management. Et donc on voit bien qu'effectivement il y a un changement de posture entre un manager plutôt contrôle, qui est grosso modo quand même la norme française, contrairement à d'autres pays européens, et puis un manager plutôt appui, ressources. Et on a cette transformation qui est en train de s'opérer dans les entreprises et qui nécessite encore d'être accompagnée. Alors, sur le troisième axe effectivement de travail pour engager une pérennisation du télétravail, il y a la question des activités télétravaillables, on en a déjà parlé. Si on part sur les métiers télétravaillables, on fait une erreur parce qu'on se prive de possibilités de télétravail pour un certain nombre de salariés qui peut-être ne peuvent pas télétravailler à 100%, mais qui peuvent avoir des activités de travail télétravaillables sur un jour, sur 2 jours, etc. Et puis, dans la réorganisation de l'activité de l'entreprise, les tâches peuvent aussi évoluer et un certain nombre de salariés peuvent se voir attribuer des tâches télétravaillables quand avant la crise, tout le monde considérait que ce n'était pas possible. Après, la question de ces activités télétravaillables renvoie à l'appréciation du travail réel qui est fait pour réaliser telle et telle tâche. Et ce qui veut donc dire que pour repérer collectivement ces activités télétravaillables, le manager ne peut pas le faire seul, il doit le faire forcément dans une discussion, dans un échange avec les équipes, parce que le manager n'a pas la visibilité de l'activité réelle, et c'est dans l'échange avec les équipes collectivement que peuvent se prioriser ce type d'activité et qu'on peut aussi, en fonction des activités, regarder comment lever les freins, comment lever les éventuelles difficultés pour basculer dans le télétravail.
Alors oui, après, je renvoie à une petite grille d'analyse dans le kit télétravail que je pourrais présenter en fin de séquence. Et puis, autre élément important dans les leviers qui sont indispensables pour mettre en œuvre le télétravail de façon durable, c'est la question des coopérations. En fait, travailler, c'est forcément travailler dans un lien avec ses collègues et voire même avec le client, hein. Et donc, les coopérations sont absolument un défi quand on est en télétravail. On est seul chez soi et en même temps, la collectivité de travail doit pouvoir fonctionner et même est une ressource pour préserver sa santé et pour préserver aussi l'efficacité au travail. Alors, un des premiers éléments sur ce besoin de renforcer la coopération serait peut-être effectivement de pouvoir suivre de façon privilégiée les salariés en situation à risque déjà dans un cadre d'isolement personnel, hein, et donc de pouvoir être particulièrement attentif à ce type de salariés qui bénéficient peu de soutien social familial du fait de leur situation personnelle. Le deuxième point aussi important pour favoriser les coopérations, c'est de mettre en place et d'animer une communauté de travail virtuel. Il y a un certain nombre d'outils qui existent et qui sont de plus en plus testés par les entreprises et qui sont assez intéressants dans la façon dont elles permettent de fabriquer de l'intelligence collective, dont elles permettent de maintenir un travail d'équipe à distance via des documents communs, etc. Autre élément important pour maintenir un collectif, c'est de pouvoir précisément animer un retour d'expérience sur les usages de ces outils pour les ajuster et partager ces usages. Les salariés ont développé des savoir-faire parfois individuels et la mise en commun de ces savoir-faire sur l'usage de telle ou telle technologie, de tel ou tel outillage permet de fabriquer du collectif et permet aussi de partager sur ces usages et d'augmenter finalement les possibilités d'usage pour tout le monde. Et puis, ce qui est aussi important sur ces enjeux de coopération, c'est de se dire que le fonctionnement collectif peut être revisité, revu, réajusté et qu'on peut, revoir la façon qu'on a de travailler pour s'adapter aux besoins et aux remontées de terrain. Et donc, en termes de coopération, c'est plutôt le renforcement de l'expérimentation et de l'adaptation au fil de l'eau qui est préconisé pour maintenir ces liens dans la durée. Et sur les différents axes liés à l'organisation du travail, je terminerai par cette diapo qui est une évidence, évidemment. La question de l'organisation du temps de travail, c'est une évidence quand on télétravaille. On peut avoir expérimenté pour soi-même, quand on a été télétravailleur, qu'on enchaîne les visios courtes de façon très dense, avec donc une intensification du travail à la clé au bout de la journée, on est notamment pour les femmes aussi à devoir gérer en plus des tâches ménagères pendant sa journée de travail qui n'étaient pas non plus notre quotidien avant. Et donc on a aussi une porosité entre les espaces qui fait que la journée peut être très dense. Et pour ça, il y a un certain nombre de préconisations, mais à dimension collective. C'est effectivement de prévoir des plages horaires de disponibilité collective à adapter selon le contexte. C'est évidemment que l'entreprise s'applique et fasse appliquer un droit à la déconnexion avec des plages où on est joignable et d'autres où on n'est pas joignable, même si on travaille. Et puis aussi de pouvoir
voilà, regarder avec les clients, les fournisseurs aussi, quelle marge de manœuvre on peut avoir dans la gestion de son temps, de façon à pouvoir avoir des journées de travail raisonnables, ce qui n'a pas toujours été le cas en télétravail pendant le confinement. Alors, pour conclure, il me semble qu'il est important de rappeler que organiser un projet de télétravail, c'est comme conduire un projet dans l'entreprise. Ça nécessite de s'interroger sur la démarche que je vais adopter, les acteurs que je vais mobiliser, le CSE en tête, les managers bien évidemment, la RH, etc. Ça nécessite de partager sur les constats autour du travail et des repères pour construire des scénarios d'organisation, des scénarios d'organisation à tester, à expérimenter, en se disant qu'on peut mettre en place quelque chose qui va être réajusté. Et puis, deuxièmement, enfin plutôt quatrième étape, s'intéresser aux conditions de pérennisation de cette organisation pour en faire vraiment une ressource pour l'entreprise et les salariés dans la durée. Voilà. Bon, après, voilà, c'est une petite synthèse de ce qui vient d'être dit. Voilà, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de considérer que la conduite d'une mise en œuvre du télétravail, c'est un projet de l'entreprise qui va impacter toute l'entreprise et qu'il faut conduire comme tel. Voilà, je vous remercie. Je laisse la place à la présentation du témoignage du conseil départemental de la Somme avec son partenaire, la SMIS. Merci Laurence. Je vais juste faire un petit commentaire. Il y a une question, y a-t-il des actions menées auprès des employeurs pour les convaincre des bienfaits du télétravail, aussi bien pour le salarié que pour l'employeur? Je pense que la réponse, on va l'avoir directement par le témoignage du conseil départemental de la Somme qui va nous préciser un petit peu toute la démarche qu'ils ont entamée depuis plusieurs années. Je vous passe la parole. Bien, merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous un témoignage d'entreprise, d'une collectivité territoriale plus précisément. Et va intervenir donc Madame Van Dendrich, qui est la personne qui porte le projet depuis plusieurs années dans cette collectivité. Ça a commencé dans les années 2013-2014 par une expérimentation, puis un déploiement de cette expérimentation et une évaluation dans laquelle ils ont souhaité associer le service de santé au travail, parce que la collectivité dans ses projets, dès lors qu'il y a des problématiques santé-travail, associe toujours le médecin, afin de faire une évaluation sur l'état de santé, sur les conditions de travail, et voilà, à partir de ces constats développés, déployer l'organisation en télétravail, et en cette année 2020 de crise sanitaire, l'accélérateur qui a été celui du télétravail de crise et ensuite effectivement un renforcement de cette organisation et un travail sur les collectifs. Donc je lui donne tout de suite la parole pour vous présenter cette expérience au sein de sa collectivité. Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Van Dendrich. Donc, je suis responsable du télétravail et des avantages sociaux au sein du département de la Somme. Alors, avant d'intervenir, je voudrais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit précédemment, les témoignages et les exposés précédents, parce qu'on s'inscrit complètement dans ce qui a été dit, en fait. Donc, toutes les analyses qui ont pu être faites sur comment amener le télétravail, sur ce qu'est le télétravail, ce qui n'est pas, etc., on est quasiment à 100% dans cette logique-là. Voilà. Donc ça, c'était un petit point que je voulais faire avant de démarrer notre partage d'expérience. Donc, pour faire le lien avec ce que vient d'exposer Agnès Châtelain, on travaille en fait avec la SMIS depuis le démarrage. Parce que comme on démarrait quelque chose de nouveau, on voulait savoir quel était l'impact du télétravail sur les conditions de travail de nos agents. Voilà.
Donc, ça nous paraissait important de pouvoir associer la médecine du travail sur cette évaluation. Donc, c'est quelque chose qu'on a renouvelé par la suite et qu'on va faire évoluer dans les années qui viennent. Donc, au sein du département de la Somme, on a démarré une expérimentation du télétravail à compter de 2013-2014. Et cette expérimentation s'inscrivait dans notre agenda 21 et dans un plan de déplacement interadministration au sein de l'administration. Le but étant de réduire les gaz à effet de serre. Ah, là, ça va trop vite. Le but étant de réduire les gaz à effet de serre. Alors, ça, c'était la porte d'entrée en fait du télétravail à l'époque, mais assez rapidement, en fait, ça a été le bien-être au travail des télétravailleurs qui a été le motif principal du déploiement du télétravail. Alors, nous, notre télétravail dans la fonction publique s'inscrit dans un cadre réglementaire très précis puisque ça repose sur la loi Sauvadet du 12 mars 2012, du décret 2016 en fait, et qui a été ce décret qui a été modifié en fait le 5 mai dernier. Voilà. Alors, concernant notre expérimentation initiale, nous, on a démarré une expérimentation avec une trentaine d'agents en leur proposant de tester le télétravail 1 à 2 jours par semaine dans un site du département, c'est-à-dire que nous, on a nos sites centraux, on va dire, à Amiens, en fait, sur plusieurs adresses, mais on a aussi des maisons départementales sociales et d'insertion, en fait, sur l'ensemble du territoire. On a des centres d'exploitation et puis on a aussi la possibilité d'utiliser certains bureaux de certains collèges. Donc, ce qui fait que pour nos agents qui habitent un peu partout sur le département, on avait la possibilité de donner une opportunité, en fait, de pouvoir télétravailler toujours dans la collectivité ou presque, sans forcément être à domicile. Parce que télétravailler à domicile, ce n'était pas le souhait de tout le monde. Donc, on a testé ça, on appelait ça le nomadisme et ça correspondait aux besoins d'une minorité de personnes. Alors, ce qu'on a fait aussi pendant cette évaluation, le groupe de travail qu'on a mené, le comité de pilotage, on a associé d'emblée les partenaires sociaux. Ce qui fait que ils ont participé à la démarche dès le départ et ils ont pu évaluer avec nous ce qui se passait, ils ont pu apporter leurs modifications aux besoins, etc. Et tous les outils qu'on a construits, que ce soit le dossier de candidature, les arrêtés, etc., ils ont été faits avec la validation des organisations syndicales. Le règlement intérieur qu'on vient de modifier suite au décret du 5 mai a été fait aussi en concertation avec les organisations syndicales. Donc, il y a un véritable dialogue et puis une écoute de ce qu'ils peuvent proposer et comment ça peut être déployé. Voilà. Donc, pour revenir à l'expérimentation, donc on a démarré avec 30 télétravailleurs issus de… Alors, nous, on a la particularité d'avoir des métiers extrêmement différents entre les métiers du social, les métiers des routes, les métiers administratifs, les métiers du collège. Voilà, on a vraiment des familles de métiers qui sont extrêmement différentes. Et donc, on voulait savoir ce qui se passait dans ces réalités professionnelles qui étaient différentes l'une de l'autre, quoi. On s'est vite aperçu que nous, à la DRH, on était mal placés pour pouvoir dire qui peut télétravailler ou pas, parce qu'on n'avait pas la connaissance précise des métiers et des organisations qui étaient vivantes en fait dans chaque structure, chaque service. Donc, on a conçu plutôt une démarche qui était la suivante, que c'était déjà à la personne en demande de télétravail de venir faire la démonstration de sa capacité à télétravailler 1 à 2 jours par semaine. Il fallait que dans l'organisation qu'elle propose à son N+1, qu'elle puisse dire, voilà, moi, je peux télétravailler 1 jour à 2 jours par semaine parce que j'ai telle et telle activité, j'ai telle et telle tâche. Et dans le dossier de candidature qu'on leur fait remplir, on leur demande aussi de commencer à réfléchir sur quel est l'impact de ce télétravail par rapport à leurs collègues, le collectif de travail. C'est-à-dire, si moi, je suis en télétravail 1 jour par semaine, c'est quoi les conséquences sur mes collègues, sur mon lien avec les collègues? Est-ce que c'est du boulot en plus pour mes collègues
ou est-ce qu'au contraire, ça ne changera rien parce que j'organise mon activité de telle et telle façon? Même question par rapport aux partenaires qu'on peut avoir à l'intérieur du département ou à l'extérieur, et puis aussi avec sa hiérarchie. Donc, on invite vraiment la personne au moment de la candidature à se projeter dans le télétravail pour qu'il ait une idée un petit peu de comment ça va se passer. Ensuite, l'autre axe important, ça va être la responsabilité du télétravail et son autonomie. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas autonome déjà dans ses tâches quotidiennes ou régulièrement, etc., le télétravail, ça va forcément le mettre en difficulté et mettre l'équipe, voire le cadre, en difficulté. Donc ça fait partie de l'évaluation de la demande de télétravail et ça va être au cadre et puis au N+2 de valider tout ça, quoi. Voilà. Donc, dans cette philosophie un petit peu de demande de télétravail qui émane du télétravailleur et de sa prise de responsabilité en disant « moi, c'est mon projet, je veux télétravailler et voilà ce que je propose et voilà ce que je m'engage ». Ce qui fait que le cadre arrive ensuite et se positionne en se disant « bon, ben voilà, ok, on va accepter le télétravail, on va discuter ensemble de l'impact de ce que vous proposez et puis on va voir comment on peut le mettre en place ». Donc, ça peut être une acceptation du projet de télétravail qui peut être faite d'emblée parce qu'en effet, il n'y a aucun frein, il n'y a aucune justification qui permet de ne pas mettre en place le projet tel que. Ça peut être une modification aussi du projet, c'est-à-dire que si la personne propose 2 jours, on va dire écoutez, là, 2 jours, ça fait beaucoup compte tenu de telle et telle donnée. Par contre, je vous propose de plutôt passer à 1 jour. Et puis, on fera une évaluation au bout de 6 mois, 1 an, et puis on verra comment on augmente à 2 jours. Et puis, aussi, ça peut être un refus. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'argumenter et d'exposer en quoi le télétravail doit être modifié ou refusé. Voilà. Ce qui n'est pas une chose facile, suivant la culture managériale dans laquelle on est, suivant le type de management de la personne, etc. Ça reste un vrai défi au quotidien. Voilà. Alors, pour en revenir à l'évaluation, on a fait une évaluation à mi-parcours. On était parti pour 9 mois. Et en fait, à mi-parcours, on a fait une évaluation pour voir ce qui se passait. Si on avait dans tout le dispositif qu'on avait mis en place, il fallait qu'on ajuste des outils ou le dispositif en lui-même. Et donc, on a fait une évaluation avec la SMIS. Tous les télétravailleurs ont été reçus à la SMIS. Et puis, nous, on a fait des entretiens par petits groupes pour voir un petit peu aussi bien des entretiens des télétravailleurs que des cadres. Et en fait, tous les marqueurs étaient positifs. Alors, c'était une grosse surprise parce que ce n'était pas gagné d'avance que le télétravail fonctionne aussi bien. Mais on n'a eu aucun abandon. Donc, au contraire, des gens qui étaient de plus en plus épanouis et qui étaient bien ancrés dans la démarche et qui étaient les porte-parole de ce que pouvait être le télétravail en tant que tel, quoi. Voilà. Donc, il y a eu une décision anticipée de déployer le télétravail à la suite de cette première évaluation. Voilà, ce qui n'était pas prévu. Et donc, on a pu démarrer le télétravail officiellement après le comité technique du 3 octobre 2014. Donc, voilà pour l'installation du télétravail chez nous. Donc, on a ouvert, dans la continuité de ce que je vous ai expliqué, on a ouvert le télétravail à tous les agents de la collectivité. Alors, il faut savoir que chez nous, grosso modo, on est à peu près 2500 agents répartis sur l'ensemble du département. Et on a à peu près, mais vraiment à la louche, 1500 postes télétravaillables. C'est-à-dire qu'on a retiré tous les postes qui ne sont vraiment pas télétravaillables, comme les postes en cantine, les postes d'accueil, les postes des routes, voilà. On a enlevé vraiment tous les postes qui étaient impossibles au télétravail pour ne garder que ce qui était potentiellement télétravaillable. Charge après aux télétravailleurs qui étaient en demande de télétravail de faire la démonstration que son poste était bien télétravaillable. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en 6 ans, à compter de 2014, on est passé de 30 télétravailleurs à 130, 150 télétravailleurs en fait, ce qui a été, on arrivait à peu près à 9% de l'effectif télétravaillable chez nous. Ce qui était, compte tenu des démarrages en 2014, assez
un seuil déjà pas mal dans ce qu'on avait pu voir dans les autres collectivités qui étaient en télétravail. Voilà. Alors, ce 9%, 9-10%, c'est en dehors des postes de télétravail pour raison médicale dont Agnès vous parlera tout à l'heure. C'est vraiment du télétravail classique, régulier, 1 à 2 jours par semaine. Voilà. Alors, au bout de ces 6 ans, eh ben, on a connu tout ce que tout le monde a connu, c'est-à-dire le confinement du mois de mars, avril, mai, hein, où là, on est passé de 130 postes à près de 800 postes jusqu'à aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, ça a été un déploiement massif, rapide. Nos collègues de l'informatique ont passé leur confinement à débloquer les moyens en urgence pour que le maximum de personnes puissent télétravailler. Donc, ça a été un record, en fait, dans notre façon de travailler. Il y a eu quand même, en dehors de ça, de ce qu'on appelle du télétravail gris, c'est-à-dire des gens qui ont télétravaillé sur des postes qui n'étaient pas des postes de l'administration, donc leur poste personnel. Mais voilà, pour pouvoir assurer du lien pendant ce confinement dans les équipes de travail et puis pouvoir continuer à assurer les activités pendant le confinement. Voilà. Alors, l'objectif qu'on a à terme aujourd'hui, fort des choix qui ont été faits au sein de notre service informatique, c'est de transformer complètement tous les postes informatiques des personnes en bureau en postes potentiellement télétravaillables. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire que chez nous, c'est un poste où on garde son clavier, son écran pour l'ergonomie du poste de travail, et à côté, on vient positionner en fait un écran, un portable, un ordinateur portable avec une barrette de connexion en fait qui permet de remplacer l'unité centrale que tout le monde a avec son poste classique. L'unité centrale est remplacée par cette barrette sur laquelle on vient positionner notre ordinateur portable. Et avec cela, quand on est en télétravail, on a accès à ce qu'on appelle un bureau virtuel. Donc, c'est-à-dire que tous nos applicatifs métiers télétravaillables sont disponibles sur une plateforme avec qu'on appelle Citrix, enfin c'est une plateforme Citrix en fait. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle un bureau virtuel. Donc, c'est un accès au système, mais protégé en fait. Et puis, pour tout ce qui est téléphonie, l'informatique a décidé de mettre en place un outil qui s'appelle OmniTouch, donc ce qui permet d'aller se connecter, un applicatif en fait qui permet d'aller connecter son numéro personnel et de le mettre en lien avec son téléphone professionnel. Et comme ça, il y a transfert d'appels, mais il n'y a pas de visibilité du téléphone perso à chaque fois qu'il y a des appels. C'est toujours le téléphone pro qui va prendre le relais. Voilà, donc ça, c'était important pour nous pour protéger le télétravailleur. Voilà. Au niveau des autres outils qu'on a mis à disposition, donc dès le départ, je vous disais, on a un dossier de candidature qui est un dossier avec tout ce questionnement, ce cheminement qu'on essaye on essaye d'embarquer le télétravailleur pour qu'il commence à se projeter dans le télétravail. Et puis ensuite, avec la validation du N+1 et du N+2, qui arrive ensuite chez nous à la DRH. Et à partir du moment où nous, le N+1 et le N+2 ont donné leur accord, nous, DRH, on met en application avec cet accord du cadre. Parce qu'on considère que le cadre est mieux placé que nous pour pouvoir justement organiser son collectif de travail et pour pouvoir accepter ou non un télétravail. Donc, la décision, elle repose bien sur la responsabilité du cadre et du N+2. Alors, nous avons aussi un règlement du télétravail, donc où on reprend ce qui est attendu du télétravail, qu'on a validé avec nos organisations syndicales, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure. On a un guide d'évaluation des risques professionnels. Donc, c'est un guide qui a été fait par notre collègue du pôle qualité de vie au travail, qui est préventeur, qui permet en fait à chaque télétravailleur d'identifier tous les risques associés aux conditions de travail à son domicile. Donc, ça peut être aussi bien l'encombrement d'un bureau et l'accès facile à ce bureau, les fils qui peuvent être par terre
où on peut se prendre les pieds dedans, ça peut être l'éclairage, ça peut être l'ergonomie du poste de travail, ça peut être savoir si on télétravaille avec quelqu'un qui fume, avec le risque de tabagisme passif, voilà, etc. Donc, le guide a été élaboré de façon à ce que chaque personne puisse se poser ces questions de risque et de se positionner par rapport à ça et de faire des propositions de correction s'il y a besoin. Voilà. Donc, ça, c'est un guide qu'on remet dès le départ aux télétravailleurs qui nous renvoie à nous, à la DRH, en fait. Ensuite, on remet aussi, une fois qu'on a reçu, nous, le dossier de candidature, on remet aux télétravailleurs une autorisation de télétravail, puisque le décret là, du 5 mai était un peu plus souple sur le formalisme qui nous est imposé. Jusqu'à présent, nous, on rédigeait un arrêté de télétravail qui était renouvelé tous les ans, parce que le décret de 2016 nous imposait de renouveler le décret tous les ans, ce qui est assez lourd et contraignant en termes de gestion. Là, le décret nous a enlevé cette obligation d'arrêter, donc une simple autorisation suffit. Et il n'y a plus d'obligation de renouvellement tous les ans. Voilà. Par contre, à tout moment, le télétravailleur et son cadre peuvent revenir sur les termes du télétravail. C'est-à-dire que le télétravaillable n'est en aucun cas un acquis, c'est une possibilité et on peut à tout moment modifier son télétravail, voire le suspendre. Voilà. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui reste concrètement un peu plus compliqué à appréhender parce que pour beaucoup, le télétravail, ça reste une fois que c'est rentré dans les mers, ça reste un acquis, en fait. Alors, ce qui rigidifie un petit peu le dispositif, puisque le télétravail doit être très, très, très souple pour que ce soit réussi dans son déploiement. Donc voilà. Alors, on avait aussi élaboré une fiche de suivi du télétravail. Donc, c'était simplement une petite fiche qui servait les premiers mois du télétravail afin que le télétravailleur puisse s'adapter les 2 ou 3 premiers mois à cette nouvelle organisation du travail. Parce que, hormis ce qu'on a vécu en confinement, un télétravail, quand ça se met en place, il y a quand même des nouvelles habitudes à prendre. Avec des nouveaux outils, ce que je vous disais, nous, l'accès au bureau virtuel et puis à la messagerie, au travail, et puis trouver des nouveaux repères. Donc, les 2 ou 3 premiers mois, c'est ça qui est important pour le télétravailleur et de pouvoir partager ça avec son cadre pour que son cadre puisse se rendre compte de ce que vit aussi le télétravail. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est du dialogue, en fait, de la communication pour que le cadre et le télétravailleur puissent bien comprendre ce qui se joue et là où il y a besoin de faire des adaptations au dispositif de télétravail. Voilà, c'est dans la continuité de ce qui a été partagé tout à l'heure sur le rôle du cadre en tant que soutien et ajustement par rapport au télétravail. Donc, je passe les outils techniques parce que je vous en ai déjà parlé. Alors oui, un petit zoom sur l'équipe dédiée au télétravail chez nous. Donc, on est actuellement 4 à travailler sur le télétravail. Hein. Donc, moi, Hélène Vandendrich, je suis en charge du projet en tant que tel. Hein, et je suis assistée d'Isabelle Rouège, qui est l'assistante de direction, qui, elle, réceptionne toutes les candidatures et se met en lien avec la direction de l'informatique pour les installations et la gestion du retour des matériels de télétravail. Donc là, avec le nouveau déploiement, c'est quelque chose qui va être moins important, mais ça va être la gestion de toutes les mobilités de travail et les départs de la collectivité, comment le matériel est retourné. Ensuite, on a notre collègue Nathalie Delaruelle qui est assistante au pôle qualité de vie au travail et qui gère tout le télétravail pour raison médicale. Puisque chez nous, le télétravail pour raison médicale, comme expliquera Agnès, c'est avant tout un aménagement de poste. Et enfin, on a un technicien au sein de l'informatique qui gère toute l'informatique et la téléphonie, les installations, les retours et postes de télétravail à chaque fois. Voilà. Donc, on est une petite équipe de 4. Alors, les leviers du télétravail, ce qu'on a pu expérimenter, ce qui favorise le télétravail,
ça va être, dans un premier temps, le management et l'organisation du service et des activités qui sont déployées en télétravail. C'est-à-dire qu'en fonction du style de management qui est en place dans le service, dans la direction, le déploiement du télétravail va être variable. C'est-à-dire qu'en général, plus on a un management par mode projet, basé sur la confiance, sur la communication, le télétravail va être facile à se déployer et à prendre sa place naturellement. Parce qu'il y aura de la communication quand il faudra ajuster des journées de télétravail, quand il faudra ajuster des impacts, parce qu'il se peut qu'il y a un report des activités sur les collègues. Donc, comment on gère ça comment le management crée un espace de dialogue entre tous pour pouvoir régler ces problèmes. Et puis, à contrario de ce management par projet, je dirais, ça va être un management de contrôle, en fait, et de peur, en fait, de peur de ce qui se passe en télétravail et de ne plus avoir, en effet, le contrôle. La fausse croyance qu'avoir les gens à proximité ou sous la main, ça fait des gens qui travaillent, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour certaines personnes et c'est normal. Et ça ne peut se résoudre qu'en l'expérimentant et en l'accompagnant. Voilà. Et là, ça va être un peu au rôle du télétravailleur d'aller rassurer son cadre par rapport à tout ça. C'est pas forcément une évident, mais le confinement a permis de tordre le cou à ses croyances, en fait, pour certains cadres et certains télétravailleurs. Voilà, parce que ce n'est pas forcément dans un sens, c'est aussi dans l'autre sens. Voilà. Alors, un autre levier du télétravail, ça a été l'amélioration des conditions de travail. Ah, voilà. Donc, dans l'évaluation qu'on avait fait avec la SMIS et qu'on fait régulièrement, en fait, il y a un impact évident du bien-être au travail en télétravail. C'est-à-dire qu'il y a plus de sommeil, puisqu'en majorité, les gens chez nous qui étaient en télétravail jusqu'à présent avaient quand même facilement une demi-heure à 1 heure de trajet matin et soir, donc c'était doublé. Et le fait d'avoir 1 heure de plus au minimum les jours télétravaillés et de ne plus avoir le stress de la route, surtout en hiver, ou alors des difficultés pour pouvoir se stationner, c'est du stress en moins et du bien-être en plus pour les télétravailleurs. À cela s'ajoute la possibilité de dormir plus longtemps et la détente que ça procure. L'amélioration des conditions de travail, c'est aussi sur le travail en lui-même, parce que quand on est en télétravail, on est plus concentré. On est plus concentré parce qu'on est moins dérangé, même si on a accès au téléphone. On est peut-être plus au calme, surtout si on a des bureaux partagés. Si on est dans des activités où il y a pas mal de passages. Donc, ça permet une meilleure concentration. Donc, ce qui fait qu'on a une estimation d'une amélioration de la productivité de l'ordre de 20%. Voilà. Donc, à tel point que les télétravailleurs qui ont bien expérimenté ça réservent les tâches qui vont nécessiter ce besoin de concentration pour leur télétravail, quoi. Là, à titre d'exemple, j'ai une assistante sociale qui me disait récemment, elle disait, c'est simple, moi, depuis que je télétravaille 1 jour par semaine, je suis à jour dans mes tâches administratives. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça lui procure du stress en moins d'avoir terminé déjà son administratif. Et puis, la satisfaction d'avoir bien travaillé et puis d'avoir fini ce qu'on avait à faire. Donc, ça a été dans les évaluations qu'on a pu faire, ça a été un retour assez massif des télétravailleurs, une satisfaction à pouvoir boucler ce qu'on a à faire et puis dans des conditions sereines. Voilà. Hélène, je me permets d'intervenir parce Oui. qu'on a un temps qui est compté. Ah pardon, je vais accélérer. Les leviers, donc la souplesse,
et la confiance. Donc ça, s'il y a deux choses à retenir du télétravail, c'est vraiment ces deux critères-là. La souplesse pour changer sa journée de télétravail, pour renoncer à son télétravail éventuellement en fonction des besoins et de la continuité de service. La confiance, je l'ai évoqué avec vous tout à l'heure. L'autonomie, la capacité à gérer les perturbations à distance. Voilà. Les freins, les peurs, les croyances. Donc ça aussi, je l'ai évoqué avec vous. Hein, la peur de plus contrôler, la peur de plus savoir gérer son équipe à distance. Les difficultés organisationnelles et relationnelles sont un frein aussi au télétravail. C'est-à-dire, si vous êtes dans une équipe où il y a des difficultés relationnelles, où l'organisation n'est pas stabilisée, l'organisation n'est pas sereine ou aboutie, c'est des difficultés à venir pour le télétravail. Et ça explosera en cours de télétravail. Voilà. La continuité de service aussi peut être un frein au télétravail parce qu'il faut pouvoir, la priorité du télétravail quand même, c'est de pouvoir assurer la continuité de service. Et ça veut dire que ce n'est pas forcément faisable avec le télétravail. Et puis, les derniers freins, c'est tout ce qui est inhérent aux outils et activités n'étant le télétravaillable. On peut avoir des refus de télétravail parce que les outils qu'on utilise ne sont tout simplement pas télétravaillables. C'est-à-dire qu'on n'accède pas à son applicatif métier parce qu'il n'est pas télétravaillable. Donc, c'est de moins en moins vrai depuis 6 ans, mais au départ, c'était un frein qu'on retrouvait. Donc, j'avance. Alors là, je laisse la main à Agnès. Oui, donc voilà, donc effectivement, la SMIS a évalué au niveau santé, donc il y avait une évaluation au début, mais là je vais venir sur celle qu'on a faite l'année dernière, qui était juste avant le confinement en fait, on n'est pas en mode crise. Donc on a fait en fait sous forme de questionnaire qui avait été bâti par notre psychologue du travail à la SMIS, avec une participation de 84% des télétravailleurs et de 61% des télémanagers. On avait souhaité aussi sonder les managers. Donc, au niveau des managers, essentiellement un panel de femmes qui était représenté à 70%, des femmes je dirais assez seniors, déjà entre 45 et 55 ans pour majorité. Une filière essentiellement administrative, mais on verra par la suite qu'effectivement, après, on a identifié aussi des activités par la suite dans d'autres secteurs, d'autres filières, des activités qui pouvaient être télétravaillables et qui se sont ensuite développées. Mais disons que jusqu'alors, c'était essentiellement la filière administrative qui était très représentée. Alors, quelle est la perception de l'état de santé? Globalement, au niveau des télémanagers, dans la grande majorité, elle n'a pas été vraiment perçue comme modifiée, ni aggravée, ni améliorée. Avec cependant quand même de l'ordre de 20%, ont été remontées la fatigue, les manques de sommeil, la qualité du sommeil. Donc, effectivement, ça peut être aussi inhérent à la fois au télémanagement, mais aussi je dirais, à la pression qu'on a quand on est cadre. Donc, pas d'évolution au niveau de l'équilibre alimentaire, pas vraiment d'évolution non plus au niveau de la santé psychique, pas de modification ni dans un sens ni dans l'autre. À noter 15% de perte de confiance en l'avenir, mais est-ce que c'était lié au télémanagement? On ne peut pas le certifier. Au niveau du sentiment d'isolement, mais quand même une partie de cadres, ce n'est pas négligeable, presque 20% de cadres qui disent se sentir isolés. Alors, c'est peut-être pas forcément physiquement, mais c'est en tout cas dans le soutien, dans le manque de soutien. Au niveau du stress professionnel, là aussi, qu'il soit professionnel ou personnel, il n'a pas été notifié pour étant assez modifié par le fait de télémanager. Par contre, on a plus de chiffres d'audits significatifs au niveau des télétravailleurs sur des modifications. Alors là, pareil, je dirais essentiellement à une population féminine du même ordre d'âge et avec des filières qui sont, enfin des catégories, des statuts qui sont à peu près paritairement représentés de façon égale. Une filière essentiellement aussi administrative, avec essentiellement du travail à domicile. Le travail en nomade était vraiment à la marge.
Donc, des espaces dédiés dans les 3/4 des cas, mais quand même encore 30% d'espaces non dédiés. Donc, tout le travail d'aider à l'amélioration des conditions de travail. Essentiellement 1 jour télétravaillé, parfois 2, mais essentiellement 1. Avec une contrainte, mais qui était aussi liée historiquement à la raison pour laquelle on a mis au début le télétravail, c'est-à-dire c'est essentiellement des personnes qui habitent loin, qui habitent à plus d'1 heure de trajet pour le tiers d'entre elles de leur lieu de travail. Et là, vraiment une perception d'amélioration de l'état de santé, avec pratiquement 50% des personnes qui ont une perception d'avoir eu une amélioration de leur état de santé et plus de sommeil et moins de prise de médicaments, notamment pour ce qui est des douleurs. Une perception qui est nettement améliorée au niveau de la fatigue et au niveau de la qualité du sommeil. Également, j'ai oublié de montrer 30% qui disent avoir fait plus d'exercice physique, ce qui, en termes de santé, est une bonne chose. Très peu de sentiments d'isolement, mais il faut rappeler que c'était aussi des volontaires au départ. Donc, ça, c'est certainement à réévaluer avec le déploiement du télétravail. Une partie non négligeable de personnes qui travaillent en arrêt maladie, donc bien redonner les limites, effectivement, le droit à la déconnexion, etc. Toutes ces choses-là à bien être vigilant, à toujours expliquer. Également, des contraintes liées au transport de matériel pour 1/3 des cas. Notamment, ce sont aussi des personnes qui utilisent des transports en commun. Donc là, il y a aussi toute une réflexion pour les équiper de cartes à baroulettes, de sacs à dos pour aider au transport. Voilà, donc une perception aussi de l'amélioration de l'état psychique pour la moitié d'entre eux. Et une perception aussi pour pratiquement plus de la moitié, voire 60%, d'une amélioration de leur stress, alors qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. Le respect, on a essayé d'évaluer aussi comment c'était vécu dans le partage avec la vie personnelle. Donc, à 80%, je dirais, un respect du temps de télétravail, mais on voit bien quand même qu'il y a quand même une partie où faire cohabiter travail et vie perso, c'est quand même difficile. Donc, même si ça reste minoritaire, il faut qu'on soit vigilant à ces agents-là. Et des impacts sur la vie sociale. Donc, pas vraiment d'impact sur les activités collectives, mais peut-être parce que aussi la société se tourne moins vers ces pratiques collectives. Mais par contre, effectivement, une amélioration au niveau du temps consacré avec la famille et du temps consacré dans ses activités personnelles extra-professionnelles. Voilà, donc pour résumer, on a effectivement associé cette évaluation avec celle qu'avait fait l'administration. Donc, et on est arrivé aux mêmes conclusions, c'est-à-dire moins de stress lié au déplacement, une augmentation de la productivité par plus de concentration, de calme, une augmentation effectivement de ce sentiment d'accomplissement au travail, une amélioration des communications avec le télémanager, plus de sommeil, un impact positif sur à la fois la santé et puis sur la vie personnelle. Et aucun agent n'a souhaité qu'on abandonne le projet télétravail. Au niveau des cadres, donc des télémanagers, il n'y a pas vraiment eu d'impact majeur sur leur santé, mais en fait, un renforcement le télétravail quand même renforce le management par projet. Il faut vraiment être en capacité de manager différemment. Et le télétravail fait effectivement aussi ressortir des problématiques, qu'elles soient organisationnelles ou managériales. On a vu dans les verbatims quand même des choses qui se disaient et qui nous fait aussi être vigilants sur la qualité de vie au travail. Voilà, donc un mot juste rapidement pour dire qu'à côté de ce dispositif, il y a aussi le télétravail pour raison médicale. C'est un dispositif à part entière de maintien dans l'emploi, que ce soit pour des personnes en situation de handicap, notamment mobilité réduite, maladie invalidante avec des traitements fatigants. Mais ça, c'est vraiment l'évaluation et l'aménagement du poste du médecin du travail dans le cadre du maintien dans l'emploi. Et on a fait aussi des aménagements pour maintenir en poste les personnes vulnérables pendant cette période de Covid-19. Et ça me permet de redonner la parole à Hélène dans le bon timing pour qu'on puisse terminer à temps.
sur mais comment cette crise elle est venue catalyser encore le télétravail dans la collectivité. Alors rapidement aussi, pour garder le timing, donc nous, la continuité, c'est appelé le PCA, le plan de continuité d'activité. Alors, au début du confinement, ça a été déjà un télétravail recommandé principalement aux personnes dont les activités étaient essentielles. Et en fait, petit à petit, ça s'est déployé de façon progressive où la plupart des télétravailleurs, on est passé de 130 à 500 télétravailleurs en 2 mois, en fait. En plus du télétravail gris, c'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui utilisaient leur portable perso pour pouvoir travailler 1 à 2 heures ou vraiment toute la journée, quoi. On n'a pas eu d'estimation non plus de la charge de travail qui était faite en télétravail. Mais bon, il y a un lien qui s'est gardé et qui a permis de bien vivre ce confinement, quoi. La montée en puissance, ça, on en a parlé, donc je passe. Aujourd'hui, non, je suis en train de perdre mon fil. Donc, on a fait une reprise du télétravail au sortir du confinement. À partir du 11 mai, le télétravail a été un peu plus moins massif, en fait, tout ce qu'il a pu être au confinement, puisque la plupart des gens sont revenus au travail. Et ce télétravail de confinement s'est arrêté avec la fin de l'état d'urgence sanitaire en juillet. Voilà. Donc, à partir du mois de mai, tous ceux qui voulaient poursuivre le télétravail devaient nous envoyer un dossier de candidature. Voilà. Donc, on a depuis le mois de mai une montée en puissance de ces demandes de télétravail qu'on est en train de gérer là au fil de l'eau parce que c'est un travail forcément qu'on n'avait pas identifié dès le départ à ce point-là, quoi. Donc, on est en train de continuer d'absorber cette vague-là. Et le déploiement qui s'est fait donc, est variable selon les directions. C'est-à-dire qu'entre les directions du social, les directions des routes, les directions administratives, les réalités sont complètement différentes. Donc, il y a des choix qui ont été faits par les directeurs pour pouvoir accompagner ce déploiement du télétravail. Donc, tout a été fait vraiment d'une structure à une autre. Alors, ce qui a été aussi assez massif, ça a été le passage de 1 jour à 2 jours par semaine. C'est-à-dire que, comme Agnès l'avait expliqué, on était à 1 jour, grosso modo, on était à 1 jour en moyenne par semaine de télétravail. Et là, non seulement on est passé à un télétravail massif, mais en plus à 2 jours par semaine. Donc, on n'a pas fait, nous, le saut du passage à 3 jours comme le proposait le décret, parce que, en accord avec les organisations syndicales, on s'est dit que déjà le passage de ce déploiement de 130 personnes à plus de 800 et en plus de 1 jour à 2 jours était déjà suffisamment énorme pour pouvoir l'adapter dans nos collectifs, dans nos organisations de travail. Et donc, si en plus on rajoutait une journée de plus, c'était pas possible, quoi. Donc, dans un premier temps, on est resté à 2 jours et on verra par la suite comment on adapte éventuellement ces 3 jours. Parce que la difficulté, là, pour le management, ça va être de dire non, en fait, aux demandes qui vont arriver sur 2 jours, 3 jours, en fonction des collectifs de travail, de la continuité de service. Donc ça, c'est vraiment une problématique, un enjeu qui repose vraiment sur les cadres en ce moment, quoi. Voilà. Et là-dessus, on n'a pas encore trop de retours. Ce qu'on a noté aussi de massif aussi avec ce télétravail post-confinement, ça a été la confusion de ce qu'est un télétravail classique avec un télétravail de confinement. C'est-à-dire que, comme c'était dit tout à l'heure, on télétravaillait avec nos enfants. Donc, il y a des habitudes qui ont été prises. Et là, c'est compliqué pour les agents de se dire, non, là, je ne prends pas un télétravail pour garder mes enfants. Et donc, il y a un glissement qui s'est fait et qui est en train de se refaire un petit peu en ce moment. Donc, on a un enjeu, nous, de communication et de réflexion autour de nos pratiques de télétravail qui est assez important dans les mois à venir, quoi. Et au niveau de l'ensemble de la collectivité. Voilà.
Donc ça fait partie de nos défis à venir. On se pose la question aussi de l'impact de ce télétravail massif sur la vie du collectif de travail. Comment chaque direction, chaque service va prendre en main, on va dire, ce défi-là et comment ça va être organisé, déployé. Donc, nous, à la DRH, on espère que ça va être concerté, que ça va être fait sur le mode participatif. De toute façon, nous, c'est ce qu'on défend. Mais voilà, on a 2500 personnes, on a des styles de management qui peuvent être variables. Voilà, on n'a pas encore de retour là-dessus. Voilà. Et on a toute une vague de nouveaux télétravailleurs aussi, de télémanagers à former. Et avec toutes ces conditions nouvelles et puis ces difficultés à pouvoir organiser des formations en présentiel, on est complètement en train de se reposer la question de comment on va faire, quoi. Donc là, on a un champ des possibles qui s'ouvre. C'est l'occasion de faire des choses innovantes aussi dans nos approches et on a encore besoin de temps par rapport à ça. Voilà. Donc, on est vraiment on est dans la vague là par rapport à tout ça. On n'a pas encore toutes les réponses. Je dirais qu'on fait un petit peu tout le monde comme on peut. Hein. On compte sur la bonne volonté de tout le monde à un certain niveau. Mais on sait qu'il y aura un effet… on sait qu'il y aura un effet, des conséquences sur le moyen long terme qu'il va falloir qu'on identifie et qu'on accompagne en tant que DRH. Voilà. Ok, mais C'est moi, excusez-moi. On termine ce webinaire avec une présentation rapide de l'offre qui est susceptible d'être mobilisée par les entreprises, notamment les TPE-PME, jusqu'à 250 salariés. Donc voilà, je voudrais présenter rapidement aux entreprises notamment le fait que l'ARACT, via l'appui aussi de 4 consultants sélectionnés sur la base d'un marché public national, propose aux TPE-PME des actions d'accompagnement soit en individuel, soit en collectif, qui ont la caractéristique d'avoir l'ambition d'installer ces pratiques de télétravail dans la durée, qu'il s'agisse de mettre en œuvre le télétravail, d'améliorer ces pratiques par rapport à un existant ou de faire face à l'urgence. Et cela en essayant de maintenir les enjeux de santé et les enjeux de performance. Et puis, de préparer d'éventuelles négociations, notamment si l'accord national interpro finit par être conclu à la fin de l'année, comme Madame Delmotte l'a rappelé. Donc, pour les accompagnements collectifs, on essaye de faire ça de façon ramassée dans la durée, en 4-5 mois, à raison de 3 séances de travail en inter-entreprise et en intercalé avec chaque séance, un appui individuel aux entreprises de façon à coller à leur contexte, à leurs enjeux, à leurs problématiques, et d'avoir comme ça un mixte entre un accompagnement collectif et un accompagnement individuel. Le but, c'est effectivement d'être progressif dans la mise en place et de cheminer sur d'abord qu'est-ce qu'on retire comme enseignement de la crise et du télétravail en urgence et contraint. Qu'est-ce qui reste encore comme frein et comme risque éventuel et sur quoi on peut s'appuyer pour développer le télétravail, et puis toutes les dimensions techniques, juridiques, organisationnelles et managériales dont il faut aussi tenir compte. Donc voilà, on a une démarche progressive et qui s'appuie sur la construction d'un projet d'entreprise. Donc ça c'est des modalités pour accompagner les entreprises en collectif et ou en individuel. Ensuite, il y a un certain nombre d'entreprises qui souhaitent le faire par elles-mêmes, et à ce titre-là, on peut les envoyer pour les aider malgré tout à trouver des points de repère et à s'en parler en interne sur un kit télétravail qui a été élaboré assez récemment, notamment pour faire face au Covid, et qui vous propose
en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, qui vous propose différents outils, différents outils. Donc, vous avez des points de repère sur la démarche, le comité de projet, une matrice sur les enjeux à repérer pour chaque contexte de travail, comment aussi identifier les activités télétravaillables de façon collective, comment aussi construire une expérimentation et réajuster au fil de l'eau. Et puis aussi, vous y trouverez des carnets de bord pour faire des retours d'expérience sur différents enjeux, santé et performance notamment, de façon à pouvoir voir l'impact que cette mise en œuvre a sur le travail. Voilà, et vous avez même des modèles de chartes ou d'accords qui vous sont proposés. Je retire le mot, ce n'est pas des modèles, c'est plutôt des possibilités d'inspiration pour construire vos propres chartes et accords. Vous trouverez là dans les questions peut-être les liens pour aller sur sur le téléchargement de ce kit télétravail. Et si vous voulez un accompagnement en bonne et due forme, vous pouvez également contacter l'ARACT si vous êtes une TPE-PME de moins de 250 salariés. Voilà. Sylvain, je te repasse le mot de la fin. Oui, merci Laurent. Je ne sais pas si Hélène Vandendrich est toujours là. Il y avait une question qui se rapportait à elle concernant la baisse de l'absentéisme. Ou Agnès, est-ce que tu peux en dire un mot? Parce que je crois que Hélène n'est plus avec nous. Pardon? Non, elle n'est plus là. J'ai dû la faire descendre de scène pour faire rentrer Magali. Okay. Elle n'est plus là. Donc, quelle question exactement tu voulais lui poser? Est-ce qu'il y a eu des baisses d'absentéisme suite à la mise en place du télétravail? Alors, c'est une donnée RH que je pense qu'ils ont, que moi, je n'ai pas. Mais je vais lui demander parce que je pense qu'ils l'ont évaluée. Je vais lui demander. Parce qu'elle n'est plus sur scène, là. Non, on répondra sur le chat associé. Mais ils l'ont évaluée. Hein. Oui. Ben, merci à tout le monde de ce colloque et qui, pour certains, posait quelques petits soucis d'adaptation. Mais je pense que l'intérêt de parler du télétravail est justifié. Et aujourd'hui, vous pouvez également compléter la documentation par rapport à ce que disait Laurence. Sur l'INRS, il y a des dossiers spécifiques sur le télétravail, des notes et des documents spécifiques sur le télétravail. Vous pouvez vous télécharger ces documents et les utiliser. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à nous contacter. Bon, mais au revoir. Alors, parce que je ne sais pas si on peut couper et continuer à se parler, nous six. Non, Laurence, je vais devoir terminer le webinaire parce qu'il y a le replay ensuite et donc Ok, bon, on s'arrête là alors. On va s'arrêter là, je vais terminer le webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.